Tous les jours, il faut se lever avec la même force, il faut repartir dans la même routine, il faut aller surperformer à nouveau tous les jours, ça va pas tourner tout seul. Tu te rends compte qu'en fait, il y a un an, tu n'avais même pas 1% de tout ce que tu as là aujourd'hui. Juste prendre son téléphone et appeler des inconnus, ça c'est aussi une victoire. On apprend aussi à se démarquer dans notre discours et à mettre vraiment notre valeur au centre des discussions. Aujourd'hui sur Radio Jab, je reçois Ariel Modaille, le cofondateur et CEO de Recept. Ce qui m'a marqué dans cet épisode avec Ariel, c'est la façon dont il s'est emparé de la vente et qu'il s'est dit « c'est un sujet que je maîtrise pas aujourd'hui et je vais tout faire pour être au meilleur de ce game, pour ma boîte, pour inspirer mes équipes. Je te souhaite un bel épisode. » Ariel Modaille, tu es le fondateur de Recept. Bienvenue sur Radio Jab. Merci Stéphanie. J'ai aussi Julie, ta coach Jab avec nous. Coucou Julie. Hello. Aujourd'hui, on passe un petit moment ensemble pour parler de toi, Ariel, de la boîte que tu es en train de monter, de tes ambitions avec, et bien sûr, de ce que tu as appris en chemin sur la vente, sur toi-même. Donc, je vous propose qu'on commence directement. Est-ce que tu peux te présenter ? Avec plaisir. Donc moi, c'est Ariel Modaille, tu l'as très bien dit d'ailleurs, merci. Je suis CEO et cofondateur de Recept. Recept, boîte qu'on a montée il y a à peu près 1 an et demi, en octobre 2024. Et moi, j'ai un passé d'étudiant d'école de commerce avant de me reconvertir en étudiant d'école d'ingénieur. Et j'ai été data scientist pendant 4-5 ans. Je suis notamment passé par Ledger avant de monter justement Recept. Et aujourd'hui, voilà, à temps plein sur cette aventure. On va zoomer un petit peu là-dessus parce qu'avant même de parler de Jab, moi, j'aime toujours comprendre pourquoi les gens entreprennent. Donc, qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre ? Est-ce que c'était pré-Ledger ? Est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé pendant un peu plus tard dans ton parcours ? C'était quoi l'étincelle pour toi ? C'est une très bonne question. Moi, ça a toujours été une ambition à un moment dans ma vie de monter une boîte. Et je cherchais un peu le moment où je voulais me lancer. J'avais besoin aussi un peu de me rassurer sur mes skills. C'est pour ça aussi que j'ai fait un double diplôme. Pour te dire, en fait, je suis sorti d'école de commerce et je ne savais pas du tout ce que je voulais faire dans la vie. Donc, je me suis dit, OK, on va repartir en études, on va recommencer à zéro. J'ai fait ce double diplôme avec Centrale et ESSEC en data science. On ne parlait pas trop d'IA encore à l'époque. C'était très data science, business analytics. Ouais. On tournait autour du pot pour dire que ça fait partie de l'intelligence artificielle, mais on parlait plus de machine learning. Ouais. Et puis là, j'ai découvert un autre monde. Un monde d'analyse de données qui, moi, me plaisait énormément. Parce qu'en fait, avec des échantillons énormes, on arrivait à sortir une information très courte et un résultat très fort. Et donc là, je me suis dit, OK, avec ça, on va pouvoir faire pas mal de choses. Je commençais du coup à mûrir l'idée que finalement, avec ce skill set, j'allais pouvoir, moi, être maître finalement de mon aventure. Mais je voulais quand même passer par des boîtes qui s'étaient lancées. C'est pour ça que j'ai voulu rejoindre des startups. À la base, moi, je viens de l'investissement. Quand j'étais à l'EM, j'ai fait des stages en M&A, en private equity. Donc, j'étais vraiment de l'autre côté. Je me suis dit, mais si je veux monter ma boîte, il faut vraiment que j'aille côté entrepreneur. Il faut que je vois comment ça se passe de l'intérieur. Et donc, je rentre dans une première boîte qui s'appelle PriceMove. Super intéressant. On est sur des modèles de machine learning dans le pricing. Et ensuite, je me dis, OK, ça, c'était pas mal. Maintenant, il faut que j'aille dans une boîte qui grossit vite. Je vois comment ça se passe, le scale, et je rejoins Ledger. Et là, je passe plus de 3 ans là-bas. Je rejoins l'équipe data. On était 3 à l'époque. C'était en 2021, plein boule. Alors, pour ceux qui ne savent pas, dans les crypto-monnaies, bull market, donc en fait, ça explose. Et du coup, je rejoins ça. On était 3 et on avait pour objectif de faire passer l'équipe à 25 d'ici la fin de l'année, donc fin 2022, si je ne dis pas de bêtises. Et donc là, c'était une énorme aventure parce qu'en fait, très vite, on m'a confié une équipe. Il a fallu que je fasse grossir. Donc finalement, tout le skill set un peu technique, finalement, ça passe vraiment. Je me mets à devenir manager, à manager une équipe. Et en 2023, fin 2022, début 2023, arrive ChatGPT. Et là, finalement, je pense que c'est la bombe que j'attendais, où je me dis, là, avec ça, en fait, avec mes compétences maintenant que j'ai en data science, machine learning et l'arrivée de ChatGPT, plus, en fait, maintenant, je manage une équipe, je pense que c'est le bon moment. Donc, je retourne voir un copain, un de mes très bons copains de master, Michael, avec qui on savait qu'on voulait monter une boîte. On continuait de se voir un peu à côté. Et on se dit, OK, là, je pense que maintenant, c'est le moment, il faut monter quelque chose. Et 1 an plus tard, on quitte nos boîtes respectives pour monter Recept. Et alors, j'aimerais zoomer dans 2-3 choses que tu as dites, mais avant ça, peut-être pour ceux qui nous écoutent, on n'a pas encore dit ce que c'était Recept. Parce que moi, la question qui me vient, c'est OK, et les dentistes, parce que c'est ça, et ça arrive où, comment ? Donc, tu peux peut-être nous dire ce que vous faites Recept et m'expliquer un peu la suite, comment tu es tombé sur l'idée ?
Ouais, je vais te raconter un peu la genèse de Recept. Donc, si je repars de ce point où justement la technologie arrive et débloque plein de choses Ouais. qu'on ne pouvait pas faire avant, je me dis, ok, bon, bah, j'ai cette technologie, mais qu'est-ce que je vais en faire? Quel problème je vais résoudre? On se met à réfléchir un peu, à faire de la veille avec Michael. Et à ce moment-là, on parle beaucoup de la santé. Moi, la santé, c'était un secteur qui me parlait particulièrement. Mon grand-père était un grand professeur en maladies infectieuses et donc m'a beaucoup inspiré. Donc, je voulais moi aussi participer, mettre un modaille de plus dans la santé. Et, et de par, en fait, tous les sujets d'actualité qu'on regardait à ce moment-là, on parlait beaucoup d'urgence et du fait que les urgences étaient vraiment mais remplies à bord, quoi. Il fallait, le sujet, c'était comment on désengorge les urgences. Mm. Et nous, on se dit, bah, avec l'IA, il y a certainement quelque chose à faire dans le tri, dans le filtre, parce qu'il y avait pas mal de gens qui allaient aux urgences, mais sans savoir trop pourquoi. Mm. Et donc, on se dit, il y a quelque chose à faire. Avec l'IA, on peut permettre à notre échelle de peut-être désengorger tout ça. Sauf qu'au milieu, on se dit, bon, niveau réglementation, c'est quand même assez compliqué. Mm. Et au même moment, en fait, je parle de toute cette idée de filtre d'IA dans la santé à un de mes très bons copains, qui s'appelle Simon, qui est dentiste. Et un vendredi soir, je lui raconte ça, et lui, en fait, il pète un câble sur cette idée. Il me dit, mais attends, mais c'est complètement fou ce que tu me dis là. Moi, ça fait 6 mois que je dis à mes associés, à mes confrères dentistes, que comment ça se fait que c'est pas une IA qui répond au téléphone et qui fait le filtre dans mon cabinet. Et en fait, là, on se regarde, on se dit, ok, bon, il y a vraiment quelque chose à faire. Mais 3 jours plus tard, vraiment littéralement, on se voit tous les trois, un dîner avec Mickaël, Simon et moi, et en fait, on signe le début de l'aventure. Donc là, après, on commence à Excellent. faire de la veille, à parler à plein de professionnels de santé. Alors, beaucoup de dentistes, parce que Simon, effectivement, est proche de beaucoup de dentistes. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, OK, c'est pertinent, tout le monde en a besoin. En fait, tout le monde reçoit encore des quantités phénoménales d'appels. Donc, il faut qu'on sorte le truc. Et c'est comme ça qu'est né Recept, pour finalement résoudre un problème hyper concret dans la vie en fait et dans le quotidien des professionnels de santé, donc beaucoup plus sur le libéral dans un premier temps, qui est finalement de répondre aux appels de ces patients. Oui. Ils n'ont pas le temps. Et en fait, il y a encore énormément de professionnels qui fonctionnent comme ça, Oui. en province, mais pas que, hein, même en région parisienne. Euh, Il y a Doctolib qui est venu donc, faire de la réservation en ligne, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de gens qui appellent et en fait, ils n'ont pas le temps de répondre. Et donc, l'IA, finalement, elle va venir déjà au moins, à minima, remplacer ce répondeur que personne n'a envie d'écouter et donc faire tout ce travail de répondre aux appels quand les professionnels n'ont pas le temps. Voilà, et ça, c'est ce premier problème qu'on est venu solutionner avec Recept. Ok, merci pour ça. Si un jour tu veux faire les orthodontistes, tu pourras appeler ma mère parce que c'est un peu Et bah adjacent aux écoute, on dentistes. est déjà dessus, hein, donc Ah, on va voilà. l'appeler juste après. Elle va kiffer. Hein. Alors, donc, pour revenir sur quelque chose que tu as dit et qui me paraît un peu important de zoomer, c'est pour moi, j'ai relevé être maître de mon aventure. J'avais envie d'être maître de mon aventure. C'est quelque chose qui est important pour toi. Entreprendre, ça fait partie de ça. Ouais, moi je pense qu'avant d'entreprendre, j'avais besoin d'avoir un peu de contrôle sur ce que je faisais. C'est vrai que partir comme ça, sans rien maîtriser, moi ça me faisait un petit peu peur. Et donc j'avais besoin de me rassurer avec, comme disent les Anglais, hein, des hard skills, hein, vraiment quelque chose de très palpable. Et finalement, pour peu les utiliser aujourd'hui, parce que j'ai un CTO, j'ai même deux co-CTO qui travaillent vraiment sur les enjeux techniques, mais je sais pas, pour moi c'était important de comprendre en fait ce qui se passait, Mm. de pouvoir soulever le capot et d'expliquer un peu comment fonctionne le moteur. Et donc passer par là, c'était essentiel et c'est pour ça que j'ai choisi de faire ce détour. Mais ce détour qui était hyper important parce que finalement, au-delà du fait d'apprendre comment ça marchait, j'ai aussi rencontré mon cofondateur sans le savoir. Ouais. Donc ça a tout déclenché. Ce que j'aime bien dans ton analyse, c'est que moi, je l'ai entendu d'une manière hyper différente. Je me disais, ah ouais, l'entrepreneuriat, pour Ariel, c'est être maître de son aventure versus le rester dans un job qui peut-être t'aurait vachement épanoui et tout. Je me suis dit, tiens, c'est son moyen de un peu genre contribuer et être à la barre de ce que tu crées, tu vois. Ouais. Donc je pense qu'il y a peut-être un peu de ça aussi. Et en parlant d'aventure, à un moment donné, tu as croisé le chemin de Julie. Est-ce que Exactement. tu peux nous parler un peu de cette rencontre avec Jab? Quel souvenir t'en as aujourd'hui, si tu t'en souviens? Ouais, je m'en souviens et ça remonte, hein, je crois que c'était mai ou juin 2025, quelque chose comme ça. Et alors ouais, bien sûr, je m'en souviens. Je me souviens même du call de Julie, parce que j'étais à ce moment-là, c'est le plateau de télécom à Station F. Et Julie m'appelle, je savais même plus comment. Et en fait, bah, je me fais juste tout simplement call-coller et je vois que c'est super efficace, puisque en fait, la conversion arrive quelques semaines après. Et donc, embarqué dans ce flux, je me dis, waouh, ok, c'est quand même puissant ce truc. Et puis, en fait, tu vois, comme je te disais, moi, tu vois, il a fallu que je me rassure avec quelque chose de
de très tangible en termes de compétences. Donc là, tout ce qui est vente, enfin compétences de vente, pour moi, c'était quelque chose de, je sais pas, c'était de la science-fiction, quoi. Je me disais, franchement, je voyais les sales comme des gens qui avaient cette espèce de pouvoir d'aller à la rencontre de gens comme ça. Et j'avais l'impression que, tu vois, que c'était pas très technique, au final, comme métier. Bon, au final, pas mal de choses que Julie a déconstruites par la suite. Et ça m'a intrigué parce que finalement, avec ce rôle de CEO, moi, il fallait que je fasse ça. Et donc, je me suis dit, OK, bah, c'est top, ça tombe pile poil au bon moment. On était tout près de la partie go-to-market, donc il fallait qu'on mette le produit sur le marché. Et puis, Julie m'appelle à ce moment-là, et moi, je me dis, bah, let's go. Et toi, Julie, tu t'en souviens de ce premier appel? Ouais, en fait, je pense que ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on avait commencé par une visio. Et Ouais. en fait, on pourrait se dire, sur le papier, tout allait bien. Tu vois, parce qu'en fait, vous avez quand même, vous étiez en cours de levée. Vous, bah, justement, comme tu disais, c'est que tu avais un cofondateur dentiste, donc vous aviez quand même du réseau. Vous aviez déjà un peu d'inbound déjà à l'époque, Ouais. un tout petit peu, et vous étiez en POC. Ouais, exactement. Et en fait, sur le papier, tu peux te dire, bah, en fait, c'est bon, enfin, roule ma poule, il y a tout ce qu'il faut, en fait. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, je trouve, et ce qui a été révélateur même ensuite du travail qu'on a fait par la suite, c'est le deuxième rendez-vous qu'on a fait, t'es arrivé, mais ça, on en avait déjà parlé, mais t'es arrivé au deuxième rendez-vous, je te dis, tu retiens quoi de la dernière fois? Et Ariel, il me dit, bah, ce que je retiens, c'est qu'il faut que je fasse jab. Donc, ce qui était intéressant, c'est un peu ce truc de, OK, en fait, sur le papier, il y a tout ce qu'il faut, mais il y a quand même encore cette transformation à aller chercher. Et comme tu disais, ce truc où tu disais, toi, tu l'avais vu, bah, en fait, il y a quand même un skills en plus Ouais. que tu avais envie d'aller muscler, d'aller bosser. Et ouais, donc moi, je retiens surtout ça, ce truc de, en fait, je veux me transformer maintenant et j'ai pas de temps à perdre, quoi. Ouais, c'est ça qui était super important, c'est la transformation qu'il y avait derrière Jab. C'est qu'au-delà du fait de coller, moi je voyais toute la transformation d'accepter d'aller à la rencontre des gens, en fait, de se mettre presque à nu. Moi, c'est quelque chose qui me faisait un peu peur au début. Et donc, avec l'accompagnement et puis Julie derrière, je me suis dit, OK, en fait, là, je me sens de le faire avec ça. Que tout seul, je sais pas si on aurait eu la même accélération. Parce que j'aurais certainement mis plus de temps à franchir ce pas. Peut-être que je me serais rangé un peu plus derrière un Simon, typiquement, qui avait un gros réseau. Donc là, moi, ça me permettait aussi d'aller devant, d'aller au front, quoi. Et c'est vrai que Jab, je l'ai tout de suite vu comme ça. Et je me suis pas arrêté à la partie, OK, je vais pouvoir coller. En fait, cette partie, c'est sympa, mais une fois que tu en as fait 50, tu vois un peu comment ça marche. Mais c'est plus vraiment toute la transformation de la partie sales qu'il y avait autour. Et ça, je trouvais ça super intéressant. Et qu'est-ce que ça a changé avec un peu de recul aujourd'hui pour toi et pour ta boîte, justement, que tu te lances là-dedans, toi, en tant que CEO? Dans Jab ou dans... Ouais, dans l'aventure, comme prendre cet aspect commercial à bras-le-corps. Et comme tu l'as dit, au-delà des cold calls, c'est aussi ce leadership, tu vois, de se dire, Ouais. ma culture de ma boîte, c'est moi qui la lance sur le plan sales. Tu le sens que ça a changé des choses? Ouais, parce qu'en fait, bon, plusieurs choses à avoir en tête. Mais c'est vrai que nous, on avait un peu cette unfair advantage d'avoir Simon avec nous, d'avoir ce gros réseau, et on savait qu'on voulait l'utiliser. Mais au bout d'un moment, quand le réseau est épuisé, il faut aller au-delà. Et donc, ce passage à l'échelle, il devait forcément se traduire à un moment par un passage à l'échelle aussi en termes d'équipe, en termes de structure de vente au sein de la boîte. On n'allait pas continuellement vendre par le réseau. Donc, il fallait qu'on trouve d'autres méthodes. Et moi, je savais que je voulais en fait avoir une culture de vente au sein de Recept. Et donc, forcément, la culture de vente, elle découle aussi du CEO et de ce que le CEO induit dans la boîte. Donc, c'était obligé que je fasse cette transformation pour que juste après, je puisse l'idée aussi cette transformation de l'intérieur. Et donc, c'est là où, justement, Jab, c'était important pour moi de faire finalement ce programme court de 6 mois pour essayer d'influer cette transformation le plus rapidement possible après dans l'entreprise. Et pourquoi c'était important? Comment tu l'as su que c'était important pour toi dès le début d'avoir cette culture sales dans Recept? Alors, pareil, il y a plusieurs choses là-dedans, mais nous, au départ, comme on est un modèle qui est assez SMB, donc assez volumique, en fait, il fallait qu'on ait cette culture d'appeler, de faire le plus de rendez-vous possible, parce qu'on est quand même sur du cycle très court au départ. On a remonté la chaîne. Aujourd'hui, on vend autant notre produit à des cabinets qui sont seuls, on appelle ça des cabinets de groupe. Donc, c'est plusieurs personnes qui travaillent au même endroit, mais on n'est pas sur une chaîne que justement à des chaînes et à des grands groupes de centres. Mais comme
on a ces deux catégories de clients, il fallait qu'on soit capable, au départ, d'enchaîner et donc d'avoir cette culture-là assez volumique. Et ça, justement, ça découle aussi de ce passage à l'échelle. Et il fallait comprendre ça dès le départ pour se dire comment je fais sur l'après-réseau. Mm. Justement, comment je vais chercher les gens que je connais pas et comment j'arrive à faire cette grosse machine qui fait que finalement, enfin cette sales machine même, que j'ai ce rythme en fait qui tourne avec des gens qui récupèrent ce rythme-là et cette méthode. Et au-delà finalement du rythme, c'est vrai que c'était ça que j'aimais bien aussi chez Jab, c'est cette méthode qui fait que on apprend aussi à se démarquer dans notre discours et à mettre vraiment notre valeur au centre des discussions. Mm. Voilà. Et donc ça m'a beaucoup plu. Et aujourd'hui, tu te sens transformé? Mission accomplie sur toi, ta transformation perso en tant que fondateur? Alors ouais, je me sens transformé complètement, mais j'ai l'impression que cette transformation, elle est toujours en cours. En fait, tu fais que te transformer tout le temps. Et je le vois, en fait, c'est un peu comme, je sais pas, je fais toujours cette comparaison avec un jeu vidéo, mais tu sais, tu as des points de sauvegarde. Et voilà, tu passes de point de sauvegarde en point de sauvegarde, mais le jeu n'est jamais fini. Ouais. Et ça, j'aime bien aussi, justement, hein, le fait de constamment se transformer, aller chercher plus loin et aller chercher des choses que je pensais pas être capable d'aller chercher. C'est-à-dire que je pense que si mon moi du passé regarde mon moi du futur, je sais pas s'il se reconnaîtrait, quoi. Et donc ça, je trouve ça intéressant. C'est aussi, il y en a qui font la métaphore Dragon Ball Z un peu, tu sais, il fait les cheveux. Ouais, Super Saiyan, la métaphore Voilà, Super Saiyan, voilà, exactement. voilà. Mais il y a un côté Super Saiyan, hein. Quand t'appelles 10 personnes d'affilée et que t'arrives à avoir des rendez-vous, tu te dis waouh, attends, je suis capable de faire ça. Il y a vraiment un côté Super Saiyan. Et C'est tes vrai. cheveux deviennent blonds et tout. Ce que j'aime dans ce que tu dis aussi, c'est qu'on parle souvent et surtout sur des modèles avec des modèles volumiques. On se dit souvent, faut penser la machine dès le début et penser la sales machine, la structuration. Et c'est vrai, mais ce qu'on voit moins souvent, c'est justement de se dire, en fait, c'est penser une sales machine et scaler un truc un peu faible, ça sert à rien. Donc, en fait, autant passer du temps à construire le socle, construire cette culture-là. Complètement. Et ensuite, quand tu scales, et on va en parler, parce qu'aujourd'hui, on accompagne aussi tes équipes, c'est plus intéressant. Mais je vais me tourner vers Julie parce que je suis curieuse d'avoir ton point de vue. On va revenir un peu sur les débuts, sur peut-être la première transfo, le premier Super Saiyan Ariel. Avant de lui demander à lui comment c'était le début de Jab, j'aimerais bien savoir, toi, Julie, de ta fenêtre, c'est quoi la transformation d'Ariel? La transformation d'Ariel, je pense que, en fait, il y a eu aussi un enjeu de ce que tu disais, Ariel, sur le côté valeur. C'est-à-dire, en fait, ce côté de se dire, c'est bien de signer, mais il faut aussi signer des bons deals. L'idée, c'est il y a aussi ce truc de pas se faire négocier. Et je pense qu'il y a un moment, il y a aussi eu un cap. Et après, comme tu disais, c'est une transformation toujours en continu. euh, mais qui était plutôt aux alentours de la rentrée, donc septembre-octobre. J'en souviens, tu étais partie, tu l'avais d'ailleurs célébré chez Jab, mais il y avait eu ce moment où c'était la deuxième ou troisième fois que tu allais voir un cab à Rennes. Je sais Ouais. pas si tu le remets. Ouais. Et justement, on l'avait préparé et ce côté où, en fait, ok, en fait, c'est un moment, va falloir chercher le oui ou le non. Et puis surtout, on va pas être content d'avoir signé en fait un deal ou 9 mois gratuits ou quelque chose comme ça. Il y avait, Je me souviens cet très bien. enjeu justement de se dire comment est-ce qu'on prend confiance sur ça. Et en fait, c'est une question de posture. Et je pense que ça, la posture, en fait, on l'a souvent, on veut l'avoir en fait depuis le début. En fait, tu arrives chez Jab, tu te dis en fait la posture, je vais l'avoir tout de suite, mais c'est quelque chose qu'on bosse, on continue. Et pour moi, ça a été extrêmement révélateur, tu vois, de ce moment-là, de toi qui célèbres de bon en fait. Il me semble que ça n'avait pas signé, en fait, finalement. Ça n'avait pas signé tout de Ça n'avait suite. pas signé tout de suite, mais ce que tu célébrais, c'était en fait, je me suis pas non plus fait marcher dessus. En fait, il y avait ce côté en mode, j'étais dans ma posture. En fait, je sais Je me rappelle très bien. Ouais. ce que Recep vaut. Et donc, en fait, c'est un no-go. En fait, j'accepterai pas qu'on utilise la solution aussi juste comme ça pour faire un soi-disant test, alors qu'en fait, ça se trouve que c'est un peu ce qu'on bossait, c'est qu'en fait, ça se trouve qu'à la fin, en plus, ils te diraient, en fait, c'est super, mais ils seront toujours pas prêts à payer. Ouais. Et que, en fait, la solution mérite a une valeur
apporte de la valeur. C'est pas pour faire joli. Donc, il y avait ce côté de, en fait, passer de ce côté nice to have et tout à vraiment, en fait, c'est un must-have. En fait, Recept, ça résout des enjeux stratégiques pour la boîte. Donc, on va pas être OK à faire quelque chose de gratuit. C'est intéressant cette Ouais. anecdote. J'aimerais bien que tu nous la racontes un peu parce que c'est vrai que j'entends de ce truc de. On a l'habitude de proposer des POC, des tests, du sans engagement, du c'est gratuit pendant 1 mois et tout. Et donc, j'aimerais bien comprendre un petit peu qu'est-ce qui s'est passé avec ce deal, Ariel. Tu nous racontes? C'est vrai que c'est un bon exemple. Je me rappelle très bien et je me souviens, enfin, je célébrais cette victoire, mais j'étais en même temps agacé et frustré de me dire que j'avais pas fait ma vente. Et en Ouais. même temps, c'est ça, c'est que j'avais réalisé que j'avais pas fait ma vente et que si j'avais accepté 6 mois gratuits et en fait que l'outil soit utilisé dans le cabinet, en fait, j'avais toujours pas fait ma vente parce que j'avais juste donné quelque chose à quelqu'un. Mm. Et c'est là où j'ai compris finalement ce que c'était aussi que vendre. Hein. C'est une transaction. Il faut que la personne soit prête à acheter. Et là, ça a changé pas mal de choses aussi quand j'ai compris ça. Et c'est vrai qu'il fallait changer pas mal de constructions que j'avais en tête parce qu'au départ, et tu l'as bien dit, on était en phase de POC avant l'été 2025. Donc on savait qu'après la levée de fonds, on allait mettre le produit sur le marché, mais ça allait être après l'été. Donc ça allait être en septembre. Et donc il fallait aussi changer toute une dynamique de on avait installé le produit dans plein de structures pour le tester. Ah, il faut le vendre. Donc il faut qu'il y ait une transaction, que des gens soient prêts à le payer. Et donc finalement, ça a mis un petit peu de temps, mais c'est vrai qu'il y a eu un peu ce déclencheur, enfin cette révélation avec ce deal où je me déplace. En plus, je vais à Rennes, mais dans l'histoire, je me dis, ok, c'est un gros cab. À ce stade-là, c'était important pour nous. Euh, donc, je prends le train, je vais à Rennes, et puis je me dis, bon, la personne me dit de venir limite signer les papiers. Donc, pour moi, il n'y avait aucun suspense. Ouais. Nickel, j'arrive, on va signer, ça va être un des plus beaux deals de la boîte. Que nenni, évidemment. Et finalement, je fais un rendez-vous que je maîtrise pas au début. Le rendez-vous que je pensais durer 30 minutes parce qu'on a juste signé des papiers dure 2 heures. Où on tourne en rond au début et puis je sens que ça va nulle part. Je suis obligé de recadrer le truc. Et à la fin, pas de vente. Pas de vente, on se met pas d'accord. Les conditions, c'est du n'importe quoi. C'est je veux 6 mois gratuits et puis on verra à la fin si on paye et puis on te fera des retours et j'en parle à mes copains. Enfin bon, pas du tout une vente. Et moi, je me dis, non, mais on peut pas faire ça. Donc, effectivement, je rentre bredouille de Rennes 2 heures plus tard. Et puis je réfléchis à tout ça. Et puis, je me dis, non, mais en fait, c'est bien. Tu as juste dit non à la gratuité. Mais ça, l'accepter, et finalement, ça te fait aussi devenir meilleur dans ta vente. Et c'est là où tu réalises que l'objectif, c'est pas d'installer un produit, c'est vraiment de le vendre. Et donc, finalement, à partir du moment où tu ressentes l'objectif sur ça, ton discours, il est différent aussi pendant ton entretien et ta négo. Et donc, ça, ouais, c'était un bon exemple. Ça a changé pas mal de choses dans mon discours. C'est bien ça. Et est-ce qu'il y a d'autres choses, donc peut-être des moments un peu de victoire, un peu des faits d'armes Jab que tu aurais en tête? Tu te dis ça, je suis vraiment fière de ce truc-là. Ouais, il y en a plusieurs. Si on remonte un peu la chronologie, Ouais. c'est vrai que vraiment la toute première victoire et tout premier célébré chez Jab, c'est quand tu prends ton premier rendez-vous. Et même, j'ai envie de dire, juste prendre son téléphone et appeler des inconnus, ça, c'est aussi une victoire. Parce que appeler son réseau, on peut le faire. Et encore, hein, appeler des cercles 2, 3, c'est pas toujours évident. Des gens à qui t'as pas parlé depuis 4-5 ans. Mais vraiment, appeler des gens que tu ne connais ni d'Ève ni d'Adam, parfois, t'as même pas de reco. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je voyais. Enfin, pour moi, c'était vraiment, encore une fois, de la science-fiction. Hein. Les gens qui faisaient ça, je me disais, mais comment c'est possible? Moi, j'avais cette image du loup de Wall Street où c'était vraiment. Je trouvais ça dingue. Ouais. Et donc, quand tu le fais, et puis en plus, derrière, tu vois que tu arrives à avoir des rendez-vous, ça, c'est quand même super fort. Ouais. Et puis, les premières ventes. Donc, vraiment, les premières ventes sans. Je parle pas des 6 mois gratuits, vraiment des vraies ventes. Ça, c'était une victoire. Et puis, maintenant, ce que j'aime bien, c'est qu'effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, il y a mon équipe en fait qui passe par Jab, par le rouleau compresseur Jab, et qui déconstruit aussi pas mal de choses aussi dans leur tête. Donc ça, je suis content pour que finalement, en fait, tout le monde adopte la même méthode de vente dans la boîte. Il y a quelque chose aussi qui est important, c'est que finalement, moi, je suis aussi un de leurs coachs. Hein, donc, en tant que CEO, on fait aussi des simulations, des séances de coaching. On se parle un petit peu des négos et des rendez-vous pour les améliorer. Mais je trouve qu'avoir 2, 3 sparring partners différents, c'est super important. Ça permet aussi de travailler des choses différentes. Et donc ça, c'est aussi un des gros points forts. Et c'est un celebrate aujourd'hui de voir que les équipes passent par Jab et reviennent et renforcées.
et ils réussissent tous leur phase de ramp-up. Hein, donc, je pense que Jab, il contribue largement. J'adore que le mot Uncelebrate soit passé dans le vocabulaire officiellement. Ouais, ça y est. C'est Uncelebrate. Donc, C'est pour bon. ceux qui ne le savent pas et qui nous écoutent ou nous regardent, tous les mardis, donc, chez Jab, évidemment, après la Hardcore Room, dont il a été question sur ce podcast, on en a déjà parlé, mais c'est un moment d'appel un peu intense. On prend une pause pour clôturer la journée ensemble. Et on partage ce qu'on appelle les celebrates. Donc bien sûr, il y a les victoires, les trucs dont on est fier, mais comme ton exemple l'illustre très bien, aussi nos gros apprentissages dont on sait qu'ils vont nous faire un peu changer de trajectoire. Donc voilà, donc si vous entendez quelqu'un à ce micro qui dit un celebrate, comme Ariel en général, ça fait référence à ce moment-là. Donc, on a parlé de ton équipe et pour moi, ça me fait une bonne transition vers ton ambition. Tu m'as l'air d'être quelqu'un de très ambitieux. Et j'ai envie de savoir où tu as envie d'emmener Recept et cette ambition-là, comment est-ce qu'elle vit aujourd'hui, c'est quoi la trajectoire, c'est quoi les chiffres un peu, fais-nous un petit teasing, voilà. Yes, ouais, effectivement, je pense que tu m'as bien cerné. Ouais, je suis très ambitieux, mais toute l'équipe est très ambitieuse. C'est-à-dire que l'équipe de Founder, on veut emmener la boîte le plus loin possible. Déjà, en fait, en très peu de temps, hein, parce que du coup, si je remets aussi la phase de chronologie de la boîte, créée en octobre 2024, puis après, on a une longue phase en fait de développement, puis de test, puis de levée de fonds. En fait, on a décidé de lever dès le départ. Donc, on a commencé la phase de vente en septembre, et à ce moment-là, on avait une centaine de dentistes. Et aujourd'hui, on a plus de 1500 professionnels de santé. Donc à 95% dans le dentaire et répartis sur plus de 400 structures dans toute la France. Donc on n'est pas seulement à Paris, hein, on est en région Île-de-France, plus effectivement toute la France, même les dom-toms. Et on accompagne autant des professionnels dans le libéral, donc dans des grands cabinets, que même des réseaux, des réseaux de groupes de centres. Et ça donne quoi, par exemple, en ARR? On a le droit de dire des chiffres comme ça ou pas? Alors, l'ARR, ça reste un peu confidentiel. Ouais, c'est un peu secret, mais tu peux faire, je te laisserai faire des calculs. Voilà, exactement. Trop bien. Et tu as envie de l'emmener où quand tu dis le plus loin possible avec tes associés? C'est quoi votre vision pour Recept dans les années qui viennent? Ouais, bah, tu vois, on parlait du premier problème qu'on a été résoudre dans les cabinets au départ, hein, sur la réponse à ces appels manqués. Mais en fait, ça vient d'un problème un peu plus large, qui est de se dire comment je maintiens la relation avec mes patients tout au long finalement du cycle de vie du patient. Et on voit aujourd'hui qu'il y a énormément de thématiques justement dans la gestion de la relation patient. Et donc c'est aujourd'hui là où on veut emmener Recept. Et que ce soit en fait dans la réponse aux appels, mais même dans aller chercher finalement la réponse du patient sur des rendez-vous futurs. Rien que confirmer les rendez-vous. Aujourd'hui, on met en place ce qu'on appelle de la confirmation de rendez-vous dans les cabinets. Donc ça, c'est super puissant. En moyenne, ça diminue le taux de lapin de 60 à 70%. Donc tu vois, c'est énorme. Et c'est ce type de produit qu'on veut mettre en place justement dans les cabinets pour maintenir une relation entre le patient et son praticien. Quand on a finalement... l'entité, le duo patient-praticien, ça se résume pas juste à le patient qui vient dans le cabinet et puis après, au revoir, c'est bon, tu as eu ton détartrage, tu as eu ton opération et puis on se reparle quand tu viens. Ben non, ça marche pas comme ça. On a besoin finalement d'avoir un contact un peu en continu, de pas laisser le patient dans la nature. Et nous, c'est tous les sujets, c'est tous les thèmes sur lesquels on veut se positionner dans le futur. Et on parlait de la France, mais en fait, tous les autres pays, que ce soit en Europe ou à l'international, ont besoin de ce même type de produit. Voilà, donc, les ambitions, tu le disais, sont grandes et je pense que les années à venir vont être passionnantes. Julie, tu es ready for English Sales Coaching? I'm ready. Julie, tu accompagnes aussi, du coup, on l'a dit, hein, l'équipe Sales d'Ariel. Je trouve ça intéressant aussi de voir comment on accompagne une équipe en restant fidèle au travail que tu as fait avec Ariel. Ouais, je pense qu'en fait, déjà, il y a comme tu disais, Ariel, en fait, l'idée, c'est ils ont plusieurs coachs, en fait, finalement. Et donc, ça passe, je dirais, déjà par Ariel. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi à Ariel d'embarquer ses équipes. En fait, l'idée, c'est que moi, mon rôle, c'est comment est-ce que je peux être une alliée, en fait, pour les sales. Et ce qui est assez dingue, c'est qu'en fait, finalement, les sales aujourd'hui dans ton équipe, ils ont des belles expériences. Ouais. Ils ont un bon niveau de base. Ils ont un bon niveau de base. Et donc, en fait, ce qui va faire qu'ils vont... En fait, ce qui est intéressant, là, c'est comment est-ce qu'on passe d'un... Ils ont un bon, très bon niveau, un niveau excellent. En fait, ce qu'on veut, c'est un peu la crème de la crème, en fait, de la vente, tu vois. The cream of the cream. Exactement. Et donc,
Ce qui est hyper intéressant, c'est pour ça que je dis que c'est important aussi en tant que CEO qu'en fait on embarque aussi ses équipes sur ça. C'est qu'en fait, Ariel, il a quand même investi sur ses équipes. Pas tous les CEO le font. Et ensuite, du coup, les sales aussi, il y a ce truc de OK, en fait, je veux me dépasser. En fait, et ce qui est hyper intéressant avec les équipes d'Ariel, c'est ce côté de on se repose pas sur le laurier. On sait qu'on a un bon niveau, mais en fait, on va aller encore plus haut. Tu vois, et en fait, il y a un peu cet enjeu. Donc là, comme disait Ariel, le ramp-up, il est exceptionnel là, sur le début des sales. Et après, l'enjeu, c'est OK, super, en fait, comment est-ce qu'on va aller chercher des plus gros cabinets avec plus de fauteuils? Et donc, ils ont envie de se challenger. Et donc, c'est ça qui est complètement. génial, en fait. C'est ce côté-là de vouloir toujours se challenger sur OK, avoir le bon nombre de rendez-vous, OK. Il y a aussi, du coup, cet enjeu de se dire comment est-ce qu'on a de plus en plus des conversations business en tant que sales. Donc, quand on est un founder, entre guillemets, c'est plus simple parce que souvent, on parle de dirigeant à dirigeant. Donc là, c'est en tant que sales, comment est-ce que je suis en capacité de donner cette conversation très stratégique à des cabinets qu'on va travailler. Et donc, pareil, en fait, c'est une posture qui va être différente que ce qu'on a travaillé avec Ariel, mais quand même, cette posture de je suis pas là pour te faire une démo, je suis déjà là pour te parler de tes enjeux, tes challenges. Et ensuite, on va regarder, en fait, comment je peux t'aider, comment on peut bosser ensemble. Donc, ouais, ce que je dirais, c'est ça. C'est un peu c'est aussi un partenariat, ouais, un duo aussi au sein de Recept. J'ai un duo aussi avec chacun des sales. Parce que l'idée, c'est de faire monter en puissance chacun. Et même avec Simon, exactement. Simon Big Up qui est venu au Big Ouais. Jab. Et je fais une petite parenthèse là-dessus parce que c'est important. Donc, Simon, il est dentiste à la base. Donc, voilà. Et toujours. Et toujours, voilà, ouais. il est toujours, et sacré emploi il du temps. pratique toujours. Ouais. Et quand il est venu, du coup, il a pris une journée pour venir au Big Jab. Franchement, il était à fond, il s'est vraiment mis en immersion dans le truc. Il était vraiment bon, tu vois, genre dans son énergie, mais aussi dans ses skills. Et il est parti en disant si seulement je pouvais être moi au cabinet, venir chez Jab. Et le rôle on n'est pas loin, je pense que voilà, dans quelques mois, c'est bon, il sera 5 jours sur 5 avec nous. Ça serait incroyable. Et je pense qu'il y a ce truc de parfois on pense que tiens, Jab c'est aussi que pour le founder ou le founder qui porte la vente. Et nous on a eu plusieurs boîtes comme ça où il y a un CTO qui vient aussi, la partie du fondateur technique de bien comprendre cette culture de vente aussi. Elle est hyper importante dans la façon dont, surtout quand on fait un SaaS, dont on va penser notre produit derrière. Donc voilà, donc je fais un petit big up à Simon, mais je pense que c'est aussi hyper bien la façon dont il est inclus dans l'aventure commerciale et pas simplement expertise. Non, complètement. Pour nous, c'était hyper important parce que l'expertise métier, si tu l'utilises pas dans la vente, finalement, en fait, tu vas la laisser dans le placard, bien rangée, mais elle va pas servir à grand chose. Et je rebondis sur ce que disait Julie. Effectivement, moi, à un moment, j'étais venu voir Julie et je lui ai dit, OK, j'ai envie que mes équipes, elles viennent. Faire leurs objs, je pense qu'elles vont le faire. Mais en fait, avec toi, je veux qu'elles explosent leurs objs. Et ça, ça reste finalement la dynamique. Donc aujourd'hui, un sales qui vient chez Recept, il voit que tous les sales en fait sont en train d'exploser leurs objs. Donc finalement, c'est ça la culture. En fait, tu arrives, il faut que tu exploses tes objs. Et t'exploses pas tes objs comme ça. Ça veut dire qu'aussi on investit sur toi. On investit sur toi avec Jab, avec le temps que moi aussi je passe avec eux. Et ça, c'est hyper important. Et finalement, aujourd'hui, il y a aussi une super dynamique au sein de l'équipe, que ce soit avec Julie qui effectivement accompagne chacun des sales, mais même entre eux, de faire en sorte que le nouvel arrivant soit le mieux accompagné possible. Donc ça, je trouve ça top. C'est vrai qu'on oublie être commercial, c'est un job de surperformance aussi. Et nous, on est là pour ça. C'est-à-dire que performer et faire tes objectifs quand tu es commercial, c'est un peu normal. Enfin, tu vois. Ouais. Donc, c'est ce qu'on va chercher en plus. Ça me donne envie d'aller chercher autre chose. Ce dont on parle là, c'est évidemment, je trouve que c'est incroyable d'entendre à quel point il y a une bonne dynamique et c'est des succès. Mais ce dont on parle moins, et je pense qu'il est important pour les gens qui nous écoutent, c'est aussi de se dire que quand on veut se challenger, progresser, ça vient aussi peut-être avec des doutes. Avec des moments un peu plus de down. Et est-ce que toi, tu as des choses à nous partager pour se dire, ceux qui doutent et qui peuvent nous écouter, se dire, regardez, même les gens méga successful, ou peut-être justement les gens méga successful, aussi, ils traversent des petites périodes de désert. Donc, je sais pas s'il y a des choses qui te viennent en tête, ou des choses dont tu as eu peur, ou des choses où tu t'es remis en question. Est-ce que tu as eu un peu ces moments-là ?
Ouais, bah alors déjà par rapport à ce que tu dis, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui doutent et qui n'arrivent pas à franchir cette barrière, franchement, si je l'ai fait, et je pense qu'il y a plein de gens qui disent si je l'ai fait, tout le monde peut le faire, mais si je l'ai fait moi qui avait un côté quand même un peu timide, introverti et voilà, difficile de passer cette barrière, bah typiquement, je pense que j'avais besoin d'être accompagné par Jab, par un organisme un peu extérieur qui allait me pousser aussi. Mais vraiment, je pense que tout le monde peut y arriver. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'effectivement, là, on raconte plein de choses positives, on a l'impression que tout se passe bien, mais en fait, au quotidien, c'est dur quand même, hein. Ça veut dire que tous les jours, il faut se lever avec la même force, il faut repartir dans la même routine, il faut aller surperformer à nouveau tous les jours. Ça, c'est pas évident. On l'a dit, on est sur un business qui est volumique, c'est-à-dire que bah, contrairement à des gens qui ont les revers du long terme, c'est-à-dire que c'est long de voir les résultats, quand ça tombe, en fait, tu as un gros contrat qui tombe, tu as peut-être passé 6 mois, un an à le faire, mais en fait, tu vas signer quelque chose de peut-être de très gros et sur une durée d'engagement très forte. Nous, on n'a pas ça. Donc, en fait, tous les jours, on doit construire cette routine, continuer à être aussi bon et meilleur, en fait, tous les jours. Et donc là, ça, bah, ça demande une énergie bah, quand même assez folle, hein. Et donc, même aux sales, on demande ça. Et voilà, bah, je pense que ça, c'est un peu l'aventure startup. C'est d'avoir se lever avec cette énergie tous les matins. Et ça, c'est pas évident. Il y a eu des phases où toi, tu t'es dit, est-ce que je vais encore y arriver aujourd'hui ou Non, mais ça, c'est tout le temps, hein. Ça, c'est littéralement tout le temps. Mais in fine, je pense qu'on se donne de l'énergie aussi quand on est plusieurs. C'est là où je trouve que faire une aventure solo, moi, je trouve ça assez magistral, hein. Ceux qui se lancent et qui sont seuls, qui trouvent justement cette énergie, qui puissent ça en fait, chez eux, je trouve ça dingue parce que moi, j'ai 3 cofondateurs. J'ai 2 cofondateurs sur la partie technique. J'ai Simon même sur la partie vente. Donc, en fait, des échanges sur les ventes, j'en fais avec Julie, mais j'en fais avec Simon. Ouais. Et puis maintenant, j'ai des sales aussi qui poussent. Donc, voilà, il y a du monde qui est là pour ramer. Donc, moi, je suis pas tout seul dans ma petite barque à avancer. Aujourd'hui, on commence à avoir un beau bateau. Mais ça n'empêche que voilà, faut continuer de ramer, faut continuer de montrer la direction, de montrer le cap. Et ça, c'est vrai qu'il y a des jours où en fait tu te lèves et tu as un peu la flemme, hein, faut être honnête. Ouais. Et donc se remettre dedans, se remotiver, bah voilà, ça c'est pas facile. Et justement dans un business où en fait bah, ça tourne super bien, mais là si on fait rien pendant une semaine, on fait rien pendant une semaine, ça va pas Ouais. tourner tout seul. Ouais. Voilà, donc il faut aller chercher en fait ses clients. Et ça, c'est difficile. On n'en parle pas beaucoup, mais et en fait, c'est pas juste je dois faire la même semaine que la précédente, je dois faire plus que la précédente. Voilà, toutes les semaines, il faut que ça aille, tu vois, il faut que tu fasses, je sais pas, plus 10, plus 20%. C'est le business dans lequel on est, quoi. Si on veut vraiment accélérer à la vitesse souhaitée. Et qu'est-ce qui te garde justement quand tu as des moments où tu dis aujourd'hui un peu la flemme, ou aujourd'hui c'est dur, ou j'ai un petit coup de mou, j'ai perdu un deal qu'est-ce qui te permet de raviver ta flamme et de te dire let's go encore? Bah, y a pas mal de choses, mais bon, quand on a un petit coup de mou, quand même, on a une bonne équipe, hein. Moi, j'ai la chance, comme je te disais, d'avoir des founders, mais au-delà de ça, c'est une bande de copains à la base, hein. Donc, c'est vrai que nous, on se dit tout, on se parle tout le temps. Donc, en fait, quand on a un petit coup de mou, on se le dit entre nous. Et après, tu sais, il y a aussi un peu le truc de pas le choix. Moi, tu vois, c'est mon aventure. En fait, si là, il se passe rien, il y a rien qui va avancer. C'est vraiment, j'ai mis presque tous mes œufs dans le même panier, hein. Donc, c'est aussi ça qui motive. Ouais. D'être quasiment dos au mur et de te dire en fait tous les matins si tu fais pas avancer Recept t'as rien à côté en fait, donc il faut c'est ça, c'est ça ton travail, c'est ça qui te fait lever le matin, mais je veux dire il y a rien d'autre. Ouais. J'ai pas d'autre T'es possibilité, all-in. je suis all-in dans Recept exactement. Donc ça joue beaucoup. Et puis aussi de voir la chose évoluer. Ouais. En fait, à un moment, tu te dis, OK, là, je suis la tête dans le guidon, tu prends un peu de recul et puis tu te rends compte qu'en fait, il y a un an, tu n'avais même pas 1% de tout ce que tu as là aujourd'hui. Et donc, ce qui va te motiver, c'est d'aller chercher les années d'après. Ouais. Si, tu vois, il y a un an, c'était pas 1% de ce que tu as là, mais en fait, l'année prochaine ou dans 2 ans, si tu continues à faire ce travail-là, c'est énorme ce que tu peux aller chercher. En plus, avec les intérêts composés, tu capitalises sur ce que tu as déjà fait. C'est intéressant ce que tu dis parce que nous, on voit souvent ça chez Jab, des clients qui, au bout de, je sais pas, 2-3 mois, nous disent « Ah non, j'ai perdu ce deal, je suis dégoûtée, je suis nulle. » Et en fait, il y a 3 mois, tu passais même pas un appel. Donc, tu Exactement. vois, c'est bon signe parce que c'est sain. Et en effet, je pense que quand tu es entrepreneur, tu as un certain type de personnalité et un rapport à te challenger, à la réussite. Voilà. Mais souvent, nous, on est un peu en mode « Attends, pause. Ouais. Est-ce que si je te disais que tu étais là, au tout début, il y a 3 mois quand tu arrivé chez Jab, tu signes? Bah ouais, non, mais c'est clair, direct. Bon, bah voilà. Et c'est exactement ça. On continue d'avancer. Est-ce qu'il y a des choses, je continue un peu sur cette vibes, dont tu avais peur peut-être avant ou qui te faisaient un peu plus peur et que maintenant, après Jab, tu dis ça, j'aurais plus jamais peur?
plus jamais peur, je sais pas, mais en fait, tu sais, il y a un peu le truc de ta peur parce que c'est pas rentré dans ta routine, c'est pas rentré dans tes habitudes. En fait, quand finalement tu as quelque chose, aussi parce que tu étais très éloigné, hein, donc c'est ça aussi qui te faisait peur, c'est le rapport que tu avais, la distance que tu avais avec la chose. Finalement, quand tu la rapproches et que tu la rapproches de ton quotidien, tu as moins peur, hein, ça c'est clair, mais je pense que tu te remets à avoir peur quand elle s'éloigne à nouveau, quand tu perds l'habitude. Donc j'espère ne pas perdre l'habitude de la vente typiquement quand même, hein, de perdre ce contact. Et aujourd'hui, bon, je passe mes semaines avec les clients ou aller chercher de nouveaux clients encore. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup moins peur qu'avant. Et c'est vraiment parce que c'est vraiment aussi rentrer dans le quotidien. Je pense que c'est passer cette barrière, tu vois, qui est difficile. Mais une fois que tu l'as fait, finalement, ça rentre dans ta routine. Et là, tu as beaucoup moins peur. Mais in fine, si tu te remets finalement à aller derrière la barrière, là, ton rapport va à nouveau changer et la distance va à nouveau s'agrandir. Donc, je pense que c'est ça. Il faut garder finalement, faut garder la chose la plus proche possible pour ne plus en avoir peur. Et ce que je dirais pour illustrer ça, c'est que fin novembre, début décembre, vous avez votre plus gros salon donc à l'ADF. Qui a été un carton, vous êtes fait rouler dessus tellement il y avait du monde, Totalement. C'était exceptionnel. Et la semaine d'après, on avait organisé chez Jab un Koh-Lanta. C'est quoi Koh-Lanta? C'est quoi Pour les gens qui nous écoutent, quoi? Donc Koh-Lanta, c'est un moment où justement on a des épreuves, on a des équipes qui s'affrontent avec des épreuves. Alors, on n'a pas l'épreuve du poteau, mais on a l'épreuve du nombre d'appels qu'on va aller composer. On va avoir un petit challenge de mettre un mot dans son appel pour avoir plus de points. Enfin, voilà, c'est un petit moment, justement, on essaie de gamifier la vente. Et justement, surtout avoir beaucoup de rendez-vous. Et surtout les rendez-vous. Ça produit beaucoup de rendez-vous. Mais justement, pour rebondir sur ce que tu dis, Ariel, c'est que il y a un moment où on pourrait se dire en tant que founder, c'est bon, en fait, c'est plus à moi d'aller chercher les rendez-vous. Et donc, il y avait quand même ce moment extrêmement intense, ces 4 jours extrêmement intenses. Et le Koh-Lanta qui tombe quelques jours après. Et Ariel, quand même, je sais pas si tu te rappelles, tu as gagné un prix. Tu as gagné le prix de celui qui a le plus appelé. Ouais. Et ça, je trouve que c'est extrêmement révélateur parce qu'en fait, en effet, il y a ce truc en tant que founder de toujours driver en fait des nouveaux rendez-vous. Et puis aussi, en fait, comme tu dis, c'est que tu construis aussi, tu muscles quelque chose qui est un peu de l'automatisme et en fait, nous, on fait beaucoup à comparaison avec le sport chez Jab, mais en fait, c'est ça, c'est continuer à t'entraîner. Pas perdre le pli pour se dire que, ok, en fait, aujourd'hui, j'appelle des cabinets de taille moyenne, mais en fait, je sais que ensuite, on va chercher, c'est ce qu'on travaille aujourd'hui, c'est des plus gros cabs, des centres, tout ça. Et je sais plus combien d'appels, je sais plus si tu te rappelles, t'avais quoi, c'était 20, vingtaine. Je me demande, je sais pas ce que c'était quoi, en 30 minutes, ça devait être un peu plus d'une vingtaine. Une vingtaine, et je sais plus, tu as dû avoir 2-3 rendez-vous. Et en fait, il y a ce truc aussi où tu t'es pas arrêté. Toi, tu aurais pu te dire, flemme, ça me saoule. Je me suis pris quelques répondeurs, je me suis pris quelques vents. Et en fait, non, il y a quand même ce truc que tu as intégré et qui aussi, du coup, est inspirant pour les équipes. Et ça, je trouve que c'est important aussi. C'est que comment, en tant que founder et CEO, en fait, tu es inspirant. Exactement, tu montres l'exemple. Ça veut pas dire le moment où, du coup, tu as des sales, en fait, tu t'arrêtes en fait, sur la partie sales et juste tu gères, quoi. Tu pilotes, ouais. Exactement. Non, complètement. Et je me souviens, je crois que le mot, c'était nuggets. Voilà, pour ceux qui nous écoutent. Le mot à placer à ce moment-là. Nuggets, ok. Petit challenge pour l'équipe. Exactement. Que tu avais placé aussi. Que j'avais placé. C'était pas très difficile. Hein. Ah oui, il y a pire. Faut qu'on fasse plusieurs. Ouais. Faut qu'on fasse un peu plus dur. Il y a une petite question peut-être pour clôturer un peu cet épisode. Qu'est-ce que tu dirais à Ariel de il y a 1 an, 2 ans, en te regardant aujourd'hui? Effectivement, tu vois, ça j'y pense beaucoup justement. Ces prises de recul où je repense à il y a 1 an, il y a 2 ans et de là où j'en étais. Honnêtement, si je pouvais parler au Ariel d'il y a 1 an ou il y a 2 ans, je lui dirais, mais vraiment, juste continue. Enfin, tu sais pas ce qui t'attend. Et j'aurais pas trop envie de tu vois, de lui spoil. Ouais, exactement, de lui spoil la suite. Mais je trouve ça complètement fou. C'est vrai qu'on y repense. Hein, tu disais aussi justement. Non, mais là, tu te plains d'avoir perdu un deal, mais c'est un problème de riche. T'as des deals à perdre en fait. T'as des choses à perdre.
Et alors qu'avant, au tout début, on n'avait rien. On n'avait vraiment rien de rien, quoi. Il fallait tout construire. Donc, je trouve ça quand même assez dingue, tout le chemin qui est parcouru. Et là, j'aimerais presque qu'il y ait le Ariel de dans 2 ans qui vienne me voir et qui me dise mais continue. Tu sais. Tu auras encore plus de Ouais, deals à exactement, perdre. c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Bah, merci beaucoup Ariel, on te souhaite plein de deals à perdre du Merci coup. à vous. Ouais. Bravo pour tes ambitions, on espère qu'on sera à tes côtés pendant longtemps. Merci Julie. Merci. Et puis voilà, à bientôt sur Radio Jab. Si cet épisode t'a parlé et que toi aussi t'as envie d'appliquer un peu de jab dans ta life, je te recommande la playlist Sales 101, comment avoir le mindset jab, juste ici.